peut-on mesurer les changements? Sur quels critères se baser? Peut-on parler d'un bouleversement de la société rifène face à la présence étrangère? Je ne dirais pas espagnole, parce qu'il n'y avait pas que les Espagnols, d'ailleurs ce qu'on va voir tout à l'heure. Quand je disais changement, on pourrait parler les relations des rifins avec la modernité, par le salariat, par la migration, par la consommation de nouveaux produits, arrivés avec les Espagnols, mais pas seulement. Je dis toujours pas seulement parce qu'il y avait l'Algérie. C'est pour ça que je voulais signaler la présence des rifins en Algérie, le va-et-vient. Donc cette ouverture sur l'Algérie est un autre élément intéressant que j'ai découvert dans les documents pendant que je menais mes recherches sur la société rifène. L'historiographie marocaine a très peu intéressé à la société rifène pendant cette période. Exception faite du travail de notre collègue Abdelrahman Tibi, qui est avec nous ici, qui a travaillé sur la société rifène au XIXe siècle. Mais juste au XIXe siècle. Mais cette période que je traite, l'arrivée de des Espagnols, début du siècle, donc ça reste encore un terrain en friche. Il y a Germain Hayesh, dans son ouvrage Les Origines, qui a un peu traité cette question à travers les écrits coloniaux, mais c'est encore un travail à faire. Côté espagnol, l'apport des anthropologues est plus intéressant que les historiens. Les historiens se sont toujours intéressés côté militaire et à l'armée. Donc, je cite à ce propos José Luis Mateo, qui analyse d'abord la société rifène, son interaction avec le système colonial, la population rifène, sa relation avec la société, les Espagnols installés, soit militaires ou civils. Donc, je vais traiter cette thématique à travers 3 éléments. L'image du RIF dans les écrits européens, français et espagnols, le cadre géographique, le pays et la population, puis je vais parler des facteurs de changement pendant cette période. Pour ce qui est premier élément, exposer l'image de la société rifène véhiculée par quelques écrits coloniaux de l'époque afin de vérifier la véracité des idées répandues sur les rifins et le RIF. Quelles sont ces idées? D'ailleurs, ces relations du rifin avec le pouvoir central, le Makhzen marocain. Ça, c'est primo. Secondo, présenter le cadre géographique général du RIF pendant cette période. Troisième, c'est analyser les facteurs. Comment passe-t-on d'un paysan sédentaire attaché à la terre à un journalier, pour ne pas dire un ouvrier, dans les mines du Rif ou dans les mines de Jrada, de Sidi Bokar dans la région orientale, ou encore un docker dans le port d'Oran, sur les chantiers de la construction des chemins transsahariens, ouvrier agricole au Nourani ou à Mitidja, ou immigré à Bruxelles ou à Barcelone ou ailleurs en Europe dans les années 60. Soldats dans l'armée espagnole, commerçants à Melilla ou à Nador à Tanger. Ce n'est pas le rifin du début du XIXe siècle, mais c'est le rifin qu'on va retrouver à partir des premières décennies du XXe siècle. Donc cette image qu'on a dans les écrits sur le RIF ne traduit pas la réalité historique et sociologique du RIF. Qu'est-ce qu'on prête à cette population? La férocité, l'isolement et l'hostilité aux étrangers. Germain Hayesh, dans Les origines du RIF, a abordé cette question. Je le cite, il dit « Les rifins étaient condamnés depuis des siècles à la marginalité. Ils étaient acquis depuis la fin du XIXe siècle une célébrité
de fort mauvais aloi. Alors le monde avait soudain entendu parler d'eux comme des pirates, plus qu'à demi-sauvages, assez hardis pour s'attaquer à la marine européenne. Les choses étant ainsi posées, un vrai courant d'idées s'institua autour du thème de la férocité rifaine. C'est qui véhiculait cette idée? Il y a d'abord Molière, par exemple, dans son ouvrage dans le Marocain connu, à la fin du XIXe siècle, 1895, il disait « Les Rifins égorgeaient froidement, 9 sur 10, l'infortuné européen qui leur tombait entre les mains. » Il y a le commando Reynaud, là je cite les Français pour en parler après des Espagnols, tenait les mêmes propos sur le Rif. Qu'est-ce qu'il disait? Le Rif habité par une race fière, féroce et sauvage, est resté jusqu'à présent, 1910 qu'il a écrit son article, un article intitulé « Une famille, un village, un marché dans le Rif », publié dans le musée social 1910. En fait, il s'agit d'une étude sur un village de Aït Bouyafar et Asnan. Henri Duveyrier, qui a tenté en 1888 de traverser le Rif. Donc, il en a fait un voyage dont il a fait 2 articles. La dernière partie inconnue du littoral de la Méditerranée, puis de Tlemcen à Milia qu'il a traversé. Il y a aussi le marquis Édouard René Bardon de Segonzac. Il y a Samuel Biarnay, note sur les champs rifins aussi, qui écrit le suivant, 1915, les rifins ou les tribus riffaines se rangent parmi les plus rudes, les plus turbulentes, les plus guerrières de la Berbérie. Le rifin veille jalousement à la conservation de son indépendance. Les jeux de la poudre ou de la guerre ont pour ce rude montagnard un attrait bien grand que la vie champêtre et familiale. Donc, là, vous avez une idée de ce que les Français, les écrits coloniaux de l'époque, donnaient du Rif. Quant aux Espagnols, leurs connaissances sont restées pendant une bonne partie assez limitées aux 2 présides ou exactement à la région de Milia. Il y a les travaux de la Société royale de géographie, Real Sociedad Geográfica, consacrée à la zone d'influence espagnole, donc avant même 1912, mais ils avaient un caractère assez descriptif et général. Les mêmes remarques s'appliquent aux monographies rédigées sur le Rif pendant cette période. Il y a plusieurs auteurs, Ruiz Albénez, qui s'appelait Tabib Romi, qui était un médecin dans les mines du Rif, qui s'est converti en journaliste. On a écrit beaucoup sur les Rifins, donc un peu dans le même sens. Donc il y avait un répertoire aussi de l'administration espagnole, des services de l'administration sur les tribus, sur un peu l'économie, mais ça restait toujours ou comportait beaucoup d'erreurs, d'inexactitudes dans ces rapports sur le Rif. Il y avait un intérêt intéressant des centres commerciaux hispano-marocains, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui m'intéresse, c'est de déconstruire cette image maintenant que beaucoup ont repris par la suite, même les historiens marocains. Germain Iyesh, quand il traite cette question, il ne va pas au bout pour dire le contraire, pour expliquer que la société rifaine n'était pas comme ça, qui était ouverte, qui était... Donc moi, je vais chercher un peu quelques éléments pour expliquer ou pour déconstruire ce discours sur la société rifaine, ce qu'on qualifiait de sauvage, de férocité, etc. Donc, le cadre géographique, d'abord, le terme Rif, ça pose un problème
pour le déterminer. Ce n'est pas le Rif des géographes, ce n'est pas le même que le Rif des Rifins. Le Rif des géographes, c'est toute cette région que vous voyez. Ça c'est plus tard, c'est une région, à l'époque, l'installation du protectorat espagnol qu'ils ont divisé en 7 régions, en 5 régions, Jbala, Loukous, Chaouen, Rif et Kert. Et se base, la répartition ne se base pas sur de critères ethniques, mais plutôt administratifs et militaires. Donc, pour ne pas compliquer les choses, le Rif des Rifins, c'est quoi le Rif des Rifins? Parce que vous avez, ici vous avez les Rifins, les Romara et les Jbala. Ethniquement, si on veut faire les 3 tribus de la région, les Jbala, les Romara au milieu et les Rifins. Les Romara, ça pose un problème parce qu'on les confond souvent avec les Rifins. Ils font partie, mais ils se considèrent... donc, où est-ce qu'on va poser la limite ici? C'est là le problème. Mais pour les Rifins, en général, le Rif, ça concerne les provinces Nador et El Hoceima en général. Ça va un peu plus loin dans la province d'El Hoceima, vers Chaouen, mais la question reste posée entre les Romara et les Rifins. Les Romara qui se considèrent Rifins ou qui sont des Romara mais ne font pas partie du Rifin. De toute façon, le Rif dont je vais parler, c'est cette partie orientale, El Hoceima et Nador. Donc, selon le géographe Gérard Maurer, donc, qui a fait d'excellents travaux sur le pays rifin, donc il étudiait le pays rifin, il dit que l'aspect montagnard du Rif résulte bien plus de la longueur que de la raideur de ses versants et de l'altitude modérée de ses sommets. Un élément important, c'est que l'homme a su cependant mettre à profit les versants les moindres replats pour installer ses maisons, ses champs. Donc, c'est l'adaptation au milieu. Il faut dire que le Rif, il y a des ressemblances avec d'autres régions montagnardes, si vous voulez, sur la côte méditerranéenne, au Maghreb. On peut le comparer au Kabylie, en Algérie. Donc, ça, c'est très intéressant. Région montagneuse, les plaines sont très rares et ne prennent pas une certaine importance. Je dis ça parce que ça a un impact sur l'économie, sur les ressources, sur d'autres aspects de la vie sociale et économique, ce qui va pousser les Rifins à être des marins, des pirates, des commerçants, des migrants. Donc, c'est bien lié à leur pays. Bien sûr, dans l'ensemble, le pays rifin, au début du XXe siècle, était pauvre. Les terres cultivées ne représentaient qu'une faible partie de la montagne. L'exploitation minière à Auxonne a commencé donc en 1911, mais son impact social et économique est resté limité aux 2 tribus essentielles, Aït Bouifra ou Aït Sider. Quelques autres tribus étaient réputées pour ses activités maritimes. Au cabotage essentiellement. Le cabotage pratiqué par Tmsaman, pratiqué par Ibqoyen, pratiqué par Aït pour aller jusqu'en Algérie. Au XIXe siècle, il y a des documents, il y a des relations avec le Makhzen. Les Rifins allaient jusqu'en Algérie pour des raisons de commerce. Ils ramenaient la poterie, les tapis. Donc, il y a un article dans ce sens de Mohamed Ounia récemment publié. Il y a la pêche, il y a le commerce avec les Européens, tout le XIXe siècle. Et Jean-Louis Miège
l'a bien étudié dans son ouvrage Le Maroc et l'Europe. La piraterie aussi, jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand a été interdite. Et il y a avec nous notre collègue Abdelrahman Tibi qui a aussi abordé cette question dans son ouvrage. Donc le commerce avec les Européens, mais avec l'Algérie, comme je disais, d'autres tribus sont fameuses pour la piraterie. Les Berkouya viennent à la tête, mais pas seulement. Aït Bouifrour et aussi, dans certaines mesures, Aït Saïd. Je ne sais pas, très connu, mais Richard Panel, qui a écrit 2 articles sur ça, il allait à Aït Saïd, il me disait qu'il il cherchait où se mettaient les pirates pour attaquer la marine européenne. Les Glaïa commerçaient avec les Espagnols. Amelia utilisait son port pour se rendre en Algérie. C'est ça ce que je voulais vous montrer. Malheureusement, je n'ai pas le document. Ils partaient dès 1856. Les Réfins commençaient à partir en Algérie. Il y avait plusieurs compagnies, surtout à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. On voit les premiers Réfins s'installer à Melia, mais on voit le commerce florissant des compagnies maritimes françaises, une compagnie française, une compagnie italienne et une compagnie espagnole qui ramenait les Réfins jusqu'en Oranie. C'était intéressant de point de vue des changements qui vont être introduits dans le Rif. Aït Yagal entretenu des relations commerciales importantes avec l'île d'El Hoceima, que les Espagnols appellent Peñón de Alhucemas, ou Jazirat Nkwar, mahliyen, avec Badis, Peñón de Vélez, de la Gomera, et Maria Rosa étudie ça parfaitement dans son ouvrage sur Abdelkrim et la lutte pour l'indépendance. Donc, la région Aït Yagal, ils étaient en contact permanent avec les Espagnols de ces 2 rochers. Comme beaucoup de chaînes méditerranéennes, la montagne riffaine est très peuplée d'une paysannerie sédentaire, excepté quelques tribus des plaines semi-désertiques. Je fais allusion à Ouled Stout, Ibdarsan, et Bouhi. Ça, c'était des tribus nomades. La nouveauté avec le contact avec les Européens, c'est la sédentarisation. La sédentarisation progressive de ces tribus, mais pas seulement. C'est l'entrée aussi dans l'armée. L'armée espagnole, c'est un autre élément à traiter. Et on trouve un quartier à Melia, Cabreritas Altas, c'est des Aït Bouhi. On se demande pourquoi. Donc là, il y a un travail d'analyse intéressant. Pourquoi Aït Bouhi, il rentrait dans l'armée? Est-ce que ça a relation avec, parce que c'était des nomades, pas attachés à la terre? Donc là, c'est un travail intéressant. Donc, si je reviens à l'article déjà cité de commandant Reynaud 1910, fournit des informations sur les ressources d'une famille Aït Bouyafa, déjà signalé, très représentatif de cette adaptation des Réfins à leur terre, à la pauvreté du pays et à la diversification des ressources. Je le cite. Lui, il a étudié une famille Bentahar. Il a nommé Bentahar. Il dit « La famille Bentahar tire ses revenus du jardinage, de la culture, l'élevage des ruches, de la pêche. Elle possède un champ de 10 hectares. Elle cultive avec les procédés sommaires. La terre produit 10 quintaux d'orge par hectare, soit 1500 francs anciens. Le troupeau de la famille lui rapportait 300 francs. Le berger est payé 35 francs. On élève à la maison quelques poulets qu'on vend très bien au marché à Mililia. Mais le revenu principal de cette famille vient de la pêche. » Vous voyez toutes les ressources d'une famille de Aït Bouyafa. La pêche, le travail de la terre et aussi le troupeau. D'après un recensement approximatif effectué
pendant la guerre du Rif. Donc, la population des Rifins est estimée à 300 000 âmes, personnes. 18 tribus. Donc, c'est pour ça que je parle des tribus du Rif oriental, Husima, Nadour, 18 tribus. Avec une forte densité qui dépasse 100 habitants par kilomètre carré. C'est très intéressant, la densité dans une montagne, dans une région montagneuse qui va expliquer le phénomène de la migration. Et peut-être aussi de l'intégration de l'armée espagnole. Donc l'organisation sociale et politique reste avant l'arrivée d'Abd Karim profondément marquée par la tradition amazigh. L'autorité du Makhzen et le pouvoir n'est guère respecté, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est connu. Cette question, c'est connu du Rif, ce relation avec pouvoir central, qu'on dit parfois Bled Siva, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce paysage? Des tribus se juxtaposent, se superposent en un édifice complexe dit Morer, particulièrement bien adapté au morcellement topographique. Donc c'est la sédentarisation où, de fait, c'est des tribus sédentaires qui ont pu, à travers des siècles, s'adapter d'ailleurs à ce morcellement topographique. Les tribus confédérations sont de très grande taille par rapport à Romara ou Jbala. Donc on peut arriver à des dizaines de milliers. La grande tribu, c'est celle de Abd Karim al-Khattabi, Aïtouarière. Donc les premiers recensements, c'est 45 000 âmes. At-Touzine, 27 000, Tmsaman, 22 000, Kebdana. Ça, c'est pendant la guerre. Donc, pour aller vite, les 5 minutes qui restent, les facteurs de changement, c'est le plus intéressant. Je dis le commerce avec les Espagnols, avec les Français, à travers l'Algérie, les Anglais, donc tout le 19e siècle aussi, contrebande d'armes, l'activité maritime et le rôle de Mlilia n'est pas à négliger dans ce processus de changement. Ces écrits fournissent donc d'importantes indications sur les relations commerciales des tribus des alentours, à Mlilia comme dans les rochers. À partir du XXe siècle, le rôle commercial de Mlilia augmentera rapidement, progressivement, sur les régions des alentours, et surtout quand il va rentrer en concurrence avec Oran et avec le port le Ghazawat, Noumour, qui était considéré comme un peu le port de Maroc oriental. La migration vers l'Algérie, à partir de la moitié du XIXe siècle, il s'agit des dizaines de milliers, 80 000, 40 000 au début, 1856, on arrive à la fin du XIXe siècle avec 80 000 Rifins qui faisaient la migration saisonnière qui va finir par une installation définitive dans des quartiers comme Ayoun Tork, par exemple, on parlait de Rifins couramment, c'était Bouyafar qui se sont installés, ces marins pêcheurs qui se sont installés là-bas. Les indices de l'importance de cette migration, c'est que les agents recruteurs ont été envoyés dans le Rif pour chercher cette main-d'œuvre assez réputée pour le sérieux, pour le travail, et qui ont même participé à la construction du chemin de fer transsaharien en Algérie. Donc ce mouvement migratoire vers le pays voisin a des conséquences importantes. Dans l'introduction, comme je disais au début, du salariat, et que je mets, moi, un peu deux éléments essentiels. Il n'y a pas que la présence espagnole, mais il y a ce va-et-vient avec l'Algérie, cet impact surtout d'Oran, qui était pour moi la grande ville de Tanger jusqu'à Oran. Il y a un peu Oujda, mais c'était la grande ville où les Rifins ramenaient beaucoup
d'informations, de nouveautés, et ils étaient attirés par le travail dans cette région. Il y a aussi la guerre menée contre les tribus qui résistaient à l'occupation. La politique suivie par les autorités coloniales va impacter, parce qu'il y a une politique qui séduire les Rifins, amigos d'Espagne et amigos et enemigos, tout ça. Donc il y a l'armée aussi. À partir de 1911, la création de tropas regulares, les troupes régulières, le travail dans les mines, même si ça a été assez limité, mais ça a donné aux Rifins une idée sur le travail pour partir après travailler à Jrada, travailler à Sidi Boukar, où 40% des mineurs étaient des Rifins. Il y a le travail de Tristman sur le mineur marocain. 40% des Rifins étaient des mineurs, des ouvriers, étaient des Rifins. Et moi, j'ai fait des enquêtes auprès des Rifins aux mines quand ça existait encore à Zranran. Au début, quand j'ai commencé ma thèse avec René Galissot, ici présent, au début, à la fin des années 80, j'allais demander aux ouvriers comment vous êtes rentrés ici. Ils disaient, moi, je suis rentré, mais j'ai travaillé en Algérie, j'ai travaillé à Boukar, j'ai travaillé. Ils avaient tous un parcours. Il travaille quelques années aux mines, il part en Algérie, il revient, il reprend son travail. Donc, je trouve ça un apprentissage important dans le domaine de salariat. Conclusion. Donc, contrairement à l'image qu'on s'en fait, la société rifane était particulièrement ouverte sur l'extérieur. Nous avons essayé de le démontrer que ce n'était pas une société fermée, isolée. Ouverture sur l'Oranie, sur Milia, migration vers l'Algérie, mais aussi vers Tanger, vers Tétouan, Amjoua, tout le monde en rappelle. Mohamed Choukri, il a bien démontré dans son roman, Le Panu. C'était une société d'économie précaire, donc il avait besoin de ressources extérieures. Donc il les a trouvées dans l'activité maritime, qui était relativement importante, mais aussi dans la migration vers l'Algérie, le commerce, etc., dans la contrebande avec la zone française, avec les présidents de Milia après l'indépendance. Donc, qu'on ne vient pas nous dire que la société rifane, qui faisait tous ces métiers, ces travaux, qui était une société fermée, féroce, rude, sauvage. Et ça nous aide aussi de comprendre l'actualité de notre région, du Rif, quand on trouve qu'il y avait cette migration, qu'il y avait toutes ces activités. Donc il y a bien des antécédents, il y a bien une origine historique à toutes ces transformations, mutations. Et je vous remercie.